Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast qui aborde aujourd'hui la blessure de trahison, avant-dernière des blessures détaillées dans le livre de Lise Bourbeau. Alors, ces blessures et bien d'autres thématiques sont travaillées très régulièrement en séances individuelles et en ateliers de groupe, par lesquels j'en tire énormément de richesse d'enseignement et de compréhension, et tous ces partages que vous me déposez sont d'une richesse infinie, et évidemment j'en remercie toutes les personnes qui ont osé venir déposer ces histoires douloureuses de l'enfance. Et grâce à ça, ça permet de libérer toutes ces empreintes mémorielles qui nous bloquent de notre passé. Alors bien entendu, le passé, il est ce qu'il est et on ne le changera pas. Mais l'empreinte mémorielle, la façon dont nos émotions sont encore reliées à des événements douloureux, aux ressentis que nous pouvons avoir par rapport à nos parents ou par rapport à ces blessures, ils vont avoir un impact considérable sur toute une série de situations dans nos vies d'adultes. Bien évidemment, en grande priorité, c'est toutes nos relations amoureuses et amicales. C'est aussi tous les choix qu'on va faire pour notre profession, la place qu'on veut prendre dans le monde, la confiance en soi, la relation qu'on peut avoir évidemment avec sa famille, ça c'est le b.a.-ba, mais ça va beaucoup plus loin. Toutes les freins, tous les blocages qu'on peut avoir dans différents domaines de notre vie sont très souvent reliés à la base de ces 5 blessures et tout ce qui va découler de ces 5 blessures. Le réveil de la blessure de trahison, il se produit entre 2 et 4 ans avec le parent du sexe opposé. On est très fort ici en lien avec le complexe d'Œdipe. Alors, petite parenthèse, je fais toujours mention d'un réveil de blessure et pas éveil, parce que je pars du principe que le choix de l'incarnation dans cette vie-ci avec tel parent est le résultat d'une analyse, j'ai envie de dire, de toutes nos vies précédentes, de tout le karma, où on fait le bilan et avant de se réincarner, il y a différentes thématiques qu'on a envie d'approfondir. Et si j'ai besoin de venir en tant qu'âme, de reconnecter cette blessure de trahison, je vais me choisir des parents qui vont bien l'ouvrir, bien la créer, mais cette blessure, elle est déjà présente avant de s'incarner et elle va se réveiller entre 2 et 4 ans. C'est un enfant qui a vraiment été blessé dans des attentes par rapport aux parents du sexe opposé. Petit enfant que nous sommes, on est toujours à un moment donné un petit peu amoureux de notre maman ou de notre papa en fonction de notre sexe de naissance. On appelle ça le complexe d'Œdipe. Je ne vais pas rentrer dans cette analyse freudienne, mais c'est important de comprendre ici que tant qu'on ne règle pas cette blessure, on va attendre de notre compagnon ou de notre compagne en tant qu'adulte de régler des comptes avec finalement notre parent qui n'a pas comblé toutes ses attentes. Et on va forcément être déçu si notre conjoint n'est pas à la hauteur de ces attentes qui n'ont pas été comblées durant l'enfance. Et c'est un cercle vicieux, c'est un cercle sans fin, et on peut partir de déception en déception, de relations qui ne prennent pas racine, ou en tout cas qui se superposent parfois. On enchaîne un peu les relations, on retrouve toujours les mêmes schémas. Mais ces blessures font vraiment partie intégrante de la compréhension de notre enfance, et c'est là le creuset, le chaudron alchimique où tout s'est passé, où tout s'est cristallisé, et où effectivement on ne change pas le passé, mais on va aller nettoyer l'empreinte mémorielle et l'empreinte émotionnelle qui nous bloque encore aujourd'hui. On a perdu, en tant qu'enfant, la confiance dans ce parent qui a fait des promesses ou duquel on attendait tellement de choses. Ce parent, on l'a mis sur un piédestal, c'était notre héros, et forcément, comme aucun parent n'est parfait, on va être déçu d'une attitude, parce que peut-être que ce parent va avoir plus d'attention avec un frère et sœur, peut-être que ce parent va accorder beaucoup plus d'importance au conjoint qu'à l'enfant, surtout s'il y a séparation et qu'on privilégie
le nouveau partenaire à la place des enfants. On va mettre alors en place le masque de contrôlant, qui va vraiment venir nous empêcher de ressentir la douleur. Ce masque, c'est une protection. Et il peut être actif en permanence si la blessure est très très profonde ou de temps en temps. L'important, c'est de tout doucement oser l'enlever en travaillant ses mémoires, ses empreintes, pour permettre que on se sente beaucoup plus en confiance et que ce masque, tout doucement, disparaisse, ou en tout cas s'affine de manière à ce que nous soyons beaucoup plus en paix avec nous-mêmes, avec notre passé, et forcément dans le relationnel actuel. Alors la peur de la personne qui a été trahie, c'est d'être dissociée, séparée. Alors ce masque du contrôlant, il va avoir une importance de camouflage, parce que dans ce contrôle, on veut surtout montrer qu'on est hyper efficace. La fragilité qui est derrière, elle ne peut pas se dégager. On va convaincre les autres à travers ce masque que on a une forte personnalité, qu'on est capable, qu'on est solide, qu'on est intouchable, surtout émotionnellement. Il y a quelque chose de fort et de leader qu'on veut montrer, mais en réalité, derrière, il y a un petit enfant blessé qui s'est senti trahi par son parent. La vulnérabilité n'a pas de place ici. Je ne peux pas montrer que je suis fragile, je ne peux pas montrer ma vulnérabilité parce que je vais me faire fracasser, non pas par l'autre, mais je vais me sentir fracassée de l'intérieur. Il faut vraiment montrer de quoi on est capable, qu'on est vraiment solide, et on va vouloir contrôler toute notre vie et faire en sorte que, voilà, je suis efficace, je suis fort, je suis résistant, regardez-moi, tout va bien. On est dans l'ultra-performance, on est dans le perfectionnisme. Il faut qu'on puisse sentir que je suis responsable, que j'assume, que je suis fort, vraiment. C'est vraiment cette blessure-là qui se cache derrière ce masque. Et évidemment, comme je me sens hyper responsable, ou j'ai l'illusion de me croire hyper responsable, hyper fort et hyper dans le contrôle, eh bien le problème ne peut jamais venir de moi, bien évidemment. Quand il se passe quelque chose, c'est forcément la faute de l'autre. Cette croyance en étant fortement responsable crée en fait beaucoup d'irresponsabilité, parce que on se cache derrière ce masque, on porte l'accusation à l'autre et on fait en sorte de contrôler tous les aspects de notre vie pour ne jamais être pris en défaut. On va vouloir être original, spécial, on va faire en sorte qu'on soit aussi indispensable, parce que je suis tellement efficace, je suis tellement performant, comment peux-tu te passer de moi? On recherche les honneurs, les titres, on a besoin d'être reconnu aussi au sein d'un groupe. Regardez-moi, regardez ce que je fais, regardez ma performance, que ce soit au niveau sportif, au niveau professionnel, et chez les femmes, évidemment, ça peut être beaucoup plus dans une intimité avec le travail à la maison, le travail qui est pris au sein de la famille et de l'éducation des enfants. On se sent responsable de tout, et regardez-moi, sans moi, tu fais rien, en fait. C'est ça que ça veut dire, ce masque. Quelqu'un qui, en face de nous, va donner l'illusion d'être très sûr de lui, d'être dans la force, l'assurance, qui peut être naturelle ou pas, peu importe, ça va l'impressionner, ça va nous impressionner. Et donc, on va faire confiance à cette personne-là. On peut être naïf et se faire avoir aussi au niveau d'une méfiance, de manipulation. On va rentrer dans ce domaine-là. Et on finit par douter de la relation de l'autre, on finit par être déçu chaque fois le partenaire ou la relation avec qui je vais avoir, et c'est souvent une personne de sexe opposé, que ce soit une amitié ou une relation amoureuse, je vais finalement être tout le temps déçue. Parce que moi je contrôle tout, moi je suis dans la performance, et toi tu fais pas ce qu'il faut.
Tout ça parce que l'autre nous rappelle inconsciemment cette blessure du parent qui n'a pas été à la hauteur. Alors attention, quand je dis que le parent n'a pas été à la hauteur, c'est dans le regard de l'enfant. Le parent, il a peut-être fait du mieux qu'il a pu avec ce qu'il avait lui-même comme reçu comme éducation. Il est aussi l'héritage de blessures précédentes. Il y a des parents véritablement démissionnaires et qui ne savent pas donner de l'amour, mais il y a des parents qui parfois ont véritablement essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient. Mais malgré tout, l'enfant peut ressentir cette blessure. Et donc c'est important ici de prendre bien conscience que c'est de la blessure de l'enfant dont on parle. On n'est pas en train d'accuser ici le parent d'être ceci ou cela. Ça peut être utile à un moment donné pour se permettre d'avancer, mais jamais, au grand jamais, ça ne nous aidera à guérir. Pointer du doigt vers l'extérieur ne fait que juger l'autre. Par contre, regarder à l'intérieur de soi, oser descendre avec courage et d'aller voir cette vulnérabilité et cette fragilité que j'ai, eh bien ça donne une puissance de travail inouïe et ça permet d'aller régler cette blessure qui est là et qui demande à être prise, embrassée en fait, enlacée par l'adulte que nous sommes aujourd'hui. La réputation, pour la personne qui a cette blessure de trahison, elle est très très importante. Il faut que cette réputation soit absolument parfaite. Rien ne peut entacher l'image. On va mentir aussi pour se sortir d'une situation. Il ne faut surtout pas qu'au cas où je commets une faute, je sois reconnue comme responsable. C'est forcément toujours quelqu'un d'autre. Je ne peux pas montrer. Je suis incapable, dans une blessure de trahison forte, de montrer ma vulnérabilité, mon erreur, ma distraction peut-être, mais c'est impossible, c'est pas concevable pour moi. Je peux pas tolérer par contre que quelqu'un mente. Parce que moi je vais mentir pour me sortir d'une situation où peut-être j'ai commis une erreur, mais si quelqu'un d'autre ment, c'est waouh, c'est supplice suprême là, c'est insupportable. Et qu'est-ce qu'on a encore comme petite information sur la trahison ? Il y a des attentes, forcément. L'attente, c'est un des mots-clés de la blessure de trahison. On est exigeant, très très exigeant. Déjà, on est exigeant. Pourquoi ? Parce qu'on est hyper exigeant avec soi-même. Il y a tellement de contrôle sur soi qu'on ne peut que exiger exactement la même chose face au partenaire. Parce que je suis contrôlant, mais je contrôle l'autre aussi. Et donc, il faut que l'autre fasse exactement comme moi, je le fais. Si moi, je fais le ménage de telle manière, eh bien, mon compagnon va devoir le faire exactement de la même manière que moi. Sinon, il n'est pas à la hauteur. Et ça, c'est quelque chose chez les femmes qui peut très souvent revenir dans des soucis du ménage et du quotidien. On a bien vu dans les explications précédentes, dans ce côté fort, contrôlant, là on reconnaît bien le masculin qui en fait détonne à l'extérieur, mais les femmes ont tout autant cette blessure que les hommes, mais on peut la retrouver facilement dans la maison, où elles gèrent encore malheureusement beaucoup tout ce qui est ménage, cuisine, etc. Et où, s'il y a une aide qui est proposée, si c'est pas fait exactement comme madame le fait régulièrement, autant que je le fasse moi-même, quoi. C'est pas bien fait. Donc je ris parce que c'est quelque chose, je pense que beaucoup d'entre nous, les femmes, on va se retrouver, même si c'est pas très agréable à reconnaître, c'est quand même très vrai. Donc déléguer, c'est difficile, et si on le fait, on va alors être hyper contrôlant, vérifier que l'autre fait bien tout. On délègue pas vraiment en fait. On donne l'impression qu'on délègue, mais en fait, on est juste derrière. Alors il faut tout prévoir, tout anticiper, au cas où il y a le moindre petit souci. Donc le lâcher-prise, c'est très très compliqué parce que on envisage tous les scénarios pour éviter que, au cas où il y a un souci, je ne puisse montrer une petite faiblesse, une petite fragilité à l'intérieur. On aime se croire indispensable et on aime penser que, évidemment, tout le monde autour de moi serait bien perdu si je n'étais pas là. On ne s'en sortirait pas, que ce soit au travail.
vous connaissez certainement dans vos collègues ou autour de vous, dans votre entreprise ou dans votre famille, quelqu'un qui se présente comme étant le pilier de la famille ou le pilier de l'entreprise, parce que sans lui, ça irait bien mal. Eh bien, on peut facilement déceler une blessure de trahison là derrière. Se confier, parler aux autres, oser montrer sa fragilité, sa vulnérabilité, on va pas le faire, hein. Surtout à quelqu'un du sexe opposé. Trahison, on va forcément être déçu. Donc, on va certainement pas parler, ni exposer un petit peu son intimité, parce que il y a une faille qui risque de sortir, et ça, il faut tout contrôler. Alors, il y a une forme de manipulation aussi qui se retrouve dans la trahison, mais attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les gens qui portent la blessure de trahison ne sont pas tous des manipulateurs. Attention, hein, les raccourcis, je connais, je m'en méfie comme de la peste. Nous sommes tous avec de la manipulation à l'intérieur de nous. C'est pas pour autant qu'on est des pervers narcissiques. La manipulation, on le fait avec nos enfants, avec quelqu'un, parce qu'on a envie qu'il fasse quelque chose en échange. Et si c'est pour obtenir un petit service à la maison ou un petit réconfort, il n'y a rien de dramatique là-dedans si on en est conscient. Évidemment, si c'est pour détruire l'autre, on est dans un cas de figure bien plus dramatique. Mais toutes les blessures peuvent créer une forme de manipulation. La trahison va être certainement celle qui va l'activer le plus. Mais la manipulation ici, elle agit au niveau du partenaire parce qu'il est incapable, celui qui se sent trahi, de montrer sa faille. Donc il va faire tout pour ne pas laisser émerger cet espace de fragilité et de vulnérabilité. Et donc tous les moyens sont bons. Le mensonge, le camouflage, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la survie. Et simplement, si on ose exposer cette faille et cette vulnérabilité, là, il y a vraiment... c'est comme si je voyais un barrage qui s'ouvre et qui lâche tout ce flot. C'est de la tristesse qui est là derrière. Et de laisser sortir ces émotions qui ont été depuis bien longtemps comprimées. Mais on peut mentir, séduire, pleurer de rage, crier, menacer, se plaindre. Parfois, ça peut même aller jusqu'à la violence. Tout ça pour faire de l'esbrouf et surtout camoufler toute zone qui pourrait amener à une vulnérabilité. Il est sûr d'avoir raison, puisqu'il contrôle tout, c'est lui qui sait tout. Et donc la personne qui souffre de blessures de trahison, on aime bien avoir le dernier mot. On sait tout. Voilà. Et donc il y a quelque chose qui se joue vraiment au niveau du relationnel amoureux surtout, hein. C'est très présent, puisque c'est forcément en lien avec le parent du sexe opposé, ça joue considérablement sur le partenaire avec lequel on va vouloir créer une relation. Cette personne, cette blessure, va amener aussi à chercher à se montrer très très indépendant. Il y a une peur de la séparation. Donc si je montre que je suis dépendant ou attaché tout simplement à quelqu'un, je me montre vulnérable. Et donc on va parfois aller jusqu'à fuir toute relation où on s'attache, on sent qu'on tient à l'autre, on sent qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien et qu'on pourrait peut-être bien créer un couple super sympa. Eh bien, la personne qui souffre de blessures de trahison peut mettre fin à la relation parce que ça lui fait tellement peur d'être une fois de plus trahi qu'il va anticiper cette blessure en mettant fin à la relation puisqu'il a peur de l'abandon et donc il va critiquer aussi très fort les gens qui sont dépendants, qui sont attachés à l'autre parce que ça lui fait terriblement peur. Des expressions qui peuvent être utilisées par les personnes qui souffrent de cette blessure, c'est « je suis capable »,« fais-moi confiance »,« je ne lui fais pas confiance »,« je le savais »,« j'ai raison »,« est-ce que tu as compris ? Écoute-moi ». Associer, dissocier, séparer, quitter, c'est vrai, franchement. Alors, au niveau du corps physique,
je vous invite toujours à être vigilant par rapport au descriptif qui est mis dans le livre. J'en parle pas tellement. Pourquoi ? Parce que le descriptif physique qui est lié à chaque blessure est le descriptif du type pur. Or, nous avons tous 4 des 5 blessures et parfois les 5. Donc, elles se superposent l'une l'autre. Et donc, c'est pas clair du tout. Au niveau du physique, on peut avoir certains traits, mais c'est pas parce que vous regardez le physique et vous vous dites « ben non, je ressens pas du tout à ça », que la blessure n'est pas là, bien au contraire. Donc c'est pour ça que je parle pas du descriptif physique parce qu'à mon sens, il est plutôt trompeur si on s'arrête uniquement à ce détail. La personne contrôlante, qui est derrière, dont c'est le masque de la blessure de trahison, eh bien, elle va s'arranger pour ne jamais se retrouver dans une situation où elle peut être confrontée à des personnes qui sont très sûres d'elle, où elle n'aura pas le contrôle. Parce que si elle se retrouve face à des personnes qui sont très efficaces, justement, dans leur savoir-faire, eh bien, elle va pouvoir plus facilement se retirer et se mettre à l'écart pour ne pas être confrontée. Parce que si on se confronte avec quelqu'un qui a des compétences égales ou éventuellement supérieures à nous-mêmes, si en tant que trahi, je suis face à ça, c'est inacceptable. Je ne peux pas accepter que quelqu'un soit plus performant que moi. Pas que ça m'embête, mais ça m'embête surtout dans le sens où ça montre une certaine faille, une vulnérabilité. On en revient toujours à ça. La personne contrôlante, elle n'a pas de patience. Et c'est d'ailleurs un des objectifs à travailler, ou en tout cas à améliorer dans sa vie, c'est acquérir de la patience et de la tolérance envers autrui. Parce que il ne supporte pas les personnes qui sont lentes et qui travaillent plus doucement qu'elles. Et donc, si la personne qui porte ce masque tombe malade, elle va s'arranger pour être le plus rapidement possible sur pied et continuer à s'occuper, à contrôler. On ne peut pas être malade. Par contre, si quelqu'un d'autre est malade dans l'entourage, c'est insupportable, quoi. Il n'a pas de patience, aucune patience pour quelqu'un qui n'est pas dans le faire. C'est quelqu'un qui va aussi beaucoup se mêler des conversations des autres, pour être bien sûr qu'il y a une intervention personnelle, même si la conversation ne l'implique pas en tant que parent, on peut intervenir, ou même au niveau des amitiés. Il faut qu'il se sente important, il faut qu'il se sente impliqué, il faut qu'il se sente le besoin de contrôler la situation. Alors s'occuper d'une conversation qui ne le concerne pas, c'est une chose, mais il va aussi beaucoup s'occuper des affaires des autres. Il voit évidemment tout ce qu'il faut faire, puisque c'est quelqu'un qui est hyper efficace, il contrôle tout, il fait tout, il agit. Donc, il se pense aussi supérieur, puisque lui voit le travail et pas les autres. Forcément, les autres n'ont même pas le temps parfois de le voir, qu'il a déjà tout fait. Il prend tout en charge. Et donc, il a un peu cette sensation d'être indispensable et qu'il aide en fait l'autre en prenant tout sur son dos. Pour organiser, pour aider, je suis indispensable, je suis le pilier, mais en fait, ça dessert complètement l'autre qui, lui, finalement, l'autre, les autres qui sont autour, finissent par être dépendants de cette personne qui fait tout. Et donc, le but de tout ça, de prendre tout en charge, c'est pour contrôler tout, y compris la vie des autres. Il s'occupe des problèmes des autres. Il considère aussi que tout le monde autour de lui est beaucoup plus fragile, beaucoup plus faible, puisque lui ne peut pas voir ses propres vulnérabilités, il les décèle en premier évidemment chez l'autre. Et donc, il doit faire confiance à sa propre force, mais aussi à sa propre vulnérabilité. Et ça peut être quelqu'un qui s'occupe souvent des plus faibles, des plus vulnérables, parce que ça l'empêche, par ailleurs, c'est un peu le paradoxe, de descendre
aller travailler ses propres vulnérabilités, ses propres peurs, ses propres fragilités. C'est aussi quelqu'un qui peut difficilement accepter une remise en question et une suggestion ou une idée, une proposition qui vient de quelqu'un d'autre, que ce soit dans le cadre professionnel ou privé, c'est pareil, parce que c'est comme s'il se disait « pourquoi j'y ai pas pensé avant ?» C'est comme si c'était une faute, c'est comme si c'était une fragilité ou une faiblesse. Et donc il n'accepte pas les idées venant de quelqu'un d'autre. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça n'a aucune importance. Autre détail important que Lise aborde dans son bouquin, c'est la peur de la dissociation sous toutes ses formes. Une personne qui porte le masque va avoir toutes les peines du monde à se séparer quand ça ne va plus. Parce que se séparer, c'est se dissocier de l'autre. C'est une défaite qui est insupportable. Si la séparation vient de celui qui a la blessure de trahison, il a peur de trahir l'autre. Et si ça vient de l'autre, c'est lui qui le trahit. Donc on tourne dans un cercle vicieux dans lequel on n'en sort pas. Et donc une séparation vient aussi rappeler qu'il n'a pas le contrôle sur une situation, qu'une relation de couple, ça dépend de moi, ça dépend de l'autre et ça dépend de ce que chacun met dans le couple. Il y a 3 éléments dans un couple et ces 3-là doivent être en harmonie afin que le couple fonctionne bien. Mais donc j'ai pas le pouvoir sur le couple. Et ça c'est très compliqué pour quelqu'un qui a cette blessure. La séduction peut aussi être très présente dans le sens où on va préférer vouloir séduire et avoir des relations qui sont éphémères. J'en ai déjà parlé un peu avant, mais ici c'est ce côté plutôt séducteur. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où il y a un engagement, il y a forcément une possibilité toujours dans le fin fond de la tête que l'autre peut me quitter et donc me créer une blessure de trahison. Et donc je préfère finalement, dans ce cas-là, enchaîner des situations et des relations qui sont de courte durée et où je quitte l'autre avant d'être trahi. Donc finalement, je ne m'engage pas. L'engagement fait peur parce que forcément, il y a une possibilité de trahison. Mais quand on tombe en amour, quand on cherche à être amoureux, quand on cherche une relation, c'est forcément prendre un risque. Alors au niveau de tout ce qui pourrait toucher l'aspect physique, il y a les articulations qui peuvent être touchées, les genoux, les genoux, symboliquement, c'est je et nous, c'est le lien entre moi et l'autre. Tout ce qui touche à la perte de contrôle, une hémorragie, une impuissance sexuelle, une diarrhée, tout ça, je ne contrôle pas. Et ça, c'est une horreur, mais ça peut être vraiment le corps qui, justement, exprime cette fragilité. La paralysie, le système digestif, le foie et l'estomac. Le foie et l'estomac revient dans pratiquement toutes les blessures. C'est la colère qui est là derrière, la facilité à digérer les émotions. Toutes les maladies qui finissent en « it », qui sont liées à la colère et à la frustration. Le contrôlant a aussi des possibilités de développer de l'herpès buccal. Voilà, au niveau des effets sur le corps, ça peut être très large et je pense qu'il y a plusieurs bouquins, dont notamment le Dictionnaire des maladies de Martel, qui est une base de compréhension de tout symptôme physique qui est vraiment exceptionnel. Il y a aussi la clé vers l'autolibération de la Belge Christiane Berland, qui est plus complet que celui de Martel et contient notamment certains symptômes physiques qui ne sont pas repris chez Jacques Martel. C'est vraiment pour faire attention au fait que tout symptôme physique qui est décrit, que ce soit dans cette blessure-ci ou dans les précédentes, n'est pas un lien direct. Je pense qu'il faut vraiment se retrouver dans différentes thématiques, différentes situations où vous vous retrouvez d'une manière ou d'une autre et voir en quoi ça fait écho à votre enfance et aux parents du sexe opposé, c'est très important.
Donc si vous vous retrouvez d'une manière ou d'une autre dans plusieurs détails, plusieurs effets dont je parle ici, bienvenue pour accueillir cette blessure, la regarder, l'embrasser, parce que c'est une partie de vous, c'est une partie de blessure, et elle invite simplement à la guérison pour votre meilleure évolution. Il n'y a pas de jugement ni de culpabilité à avoir. Nos parents ont fait du mieux qu'ils ont pu, avec ce qu'ils avaient eux-mêmes reçu. Et nous sommes les descendants et les bénéficiaires de tout un héritage complexe, familial et transgénérationnel, karmique aussi, toutes nos vies précédentes. Donc c'est excessivement complexe tout ça. Ça se superpose, c'est comme une immense toile d'araignée. Mais chaque blessure que l'on va s'entacher, en tout cas cheminer vers sa guérison et faire en sorte qu'elle soit moins prégnante au niveau mémoriel, au niveau émotion, au niveau sensation, libère des espaces bien plus vastes que la situation dans laquelle peut-être ça vous pète à la figure le plus violemment possible. Je prends un bête exemple, si vous constatez une des blessures qui est vraiment active dans votre relation amoureuse, sachez qu'en travaillant ce masque et en allant défaire l'empreinte et la cristallisation mémorielle qui est dans votre corps, ça va avoir un effet sur tous les domaines de votre vie, pas seulement sur celui pour lequel vous venez travailler. Et ça, c'est vraiment important. Donc, beau travail d'intégration, belle écoute de tout ça. Prenez du temps pour digérer toutes ces informations et faire en sorte que vous soyez doux envers vous-même et surtout pas jugeant. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, il y a juste une responsabilité à prendre. À la prochaine!